Bonjour tout le monde, ça y est, il est là, le vrai trailer de Avatar 2, La Voix de l'eau. J'avais attendu qu'il y ait un vrai trailer qui allait nous préparer un peu l'histoire plutôt que faire une réaction à un simple teaser. Le teaser, je l'avais déjà vu en salle en plus, donc je pouvais pas réagir comme ça en live. Et surtout, c'était juste une collection d'images qui me montrait les environnements et quelques plans, mais il n'y avait pas d'histoire du tout, il n'y avait rien de développé dessus. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'il va faire en sorte qu'on s'intéresse à l'histoire. Je viens de tourner un vlog sur le premier Avatar que je vais sortir la semaine prochaine, donc si vous voulez avoir mon avis complet sur le premier Avatar, ce sera une grosse vidéo dessus. Pour résumer, Avatar est une histoire simple, qui est servie par un sentiment d'émerveillement constant, une constante découverte du monde qui nous entoure, et un constant challenge des aptitudes de Jake Sully, Sam Worthington, notre personnage principal. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent réussir à recréer la même chose dans une suite, créer le même investissement qu'on a eu du coup dans le premier, mais après tout c'est James Cameron, il était capable de rendre Terminator 2 plus intéressant que Terminator 1. Peut-être qu'il va faire la même chose pour Avatar, peut-être que ça va être encore plus intéressant maintenant sur Avatar 2, mais j'avoue que je vois pas exactement en quoi est-ce qu'il peut rendre ça intéressant. Je vois pas ce qui peut servir de base pour faire 4 films, parce qu'il va y avoir jusqu'à Avatar 5. Donc voilà, à l'heure actuelle, je suis encore circonspect sur l'intérêt d'Avatar 2, et de ses suites éventuellement. Donc on va voir ce qu'on en pense après la bande-annonce. Allons-y. Ça c'est la fille de Jake, il me semble. Clairement. Dad, I know you think I'm crazy. But I feel her. Ah, ça va être retrouvé Augustine? I hear her heartbeat. Just so close. So what does her heartbeat sound like? Mighty. Simulation de flotte sont extraordinaires. We cannot let you bring your war here. Outcast. That's all they see. I see you. Ça va être leur fils du coup, le mec qu'on vient de voir parler. Water connects all things. Before your birth and after your death. This is our home! I need you with me. C'est un peu Titanic, I need you to be strong. The Abyss, le truc qui se remplit. Strongheart. Je m'étais pas rendu compte à quel point le thème d'Avatar commence exactement comme My Heart Will Go On. Enfin bref. C'est un peu ce que je m'attendais à voir. C'est la suite du combat, quoi. C'est les humains reviennent, et puis maintenant c'est les enfants de Jake et Neytiri, et c'est eux qui sont inclus dans le truc. On voit ces gamins grandir au fur et à mesure, donc est-ce que le film va prendre en compte toute une grosse période de temps? Est-ce que ça va commencer quand les enfants de Jake et Neytiri naissent, et ça va finir quand ils se battent? Ou est-ce que ça va juste être une petite introduction au début, genre on va voir, comme dans le premier film, on va voir un résumé au début de 10-15 minutes de premier acte, pour nous présenter, voilà ce qui s'est passé, voilà où est-ce qu'on en est, voilà mes enfants, mon fils, ma fille, etc. Dites bonjour les enfants, et ensuite on va partir directement dans une nouvelle histoire.
Si c'est cette dernière option, si on fait juste 10 minutes sur les voir grandir et ensuite le reste de l'histoire, c'est quand même beaucoup copier-coller du premier. Alors, après, encore une fois, on a l'exemple Terminator 2. Terminator 2, c'est quasi les mêmes films. Les histoires sont presque identiques. Mais simplement, il a changé les décors et les capacités des différents Terminators. Mais grosso modo, c'est plus ou moins la même histoire. Donc, est-ce que le fait que cette histoire ait l'air très proche du premier va empêcher d'apprécier cette suite? Je ne peux pas le confirmer, je ne peux pas l'infirmer non plus, il faudra voir. Est-ce que ces personnages vont être intéressants? Manifestement, il a 2 gosses, j'ai cru comprendre, il a une fille et un fils. Est-ce qu'ils seront assez intéressants en eux-mêmes pour nous fasciner? Manifestement, la fille va être un peu plus combative, le fils a l'air d'avoir une histoire d'amour avec une nana qui vit dans l'eau, une navie de l'eau. Peut-être que leurs personnalités seront tellement intéressantes que ça nous donnera envie de voir leurs aventures ensuite, mais dans le premier Avatar, je comprends que ce soit intéressant parce qu'on découvrait l'univers, on le présentait. C'est justement le problème des suites, c'est est-ce que tu vas réussir à recréer l'engouement et l'intérêt qu'on avait pour le premier, et comme tu as déjà présenté une bonne partie de l'univers, des enjeux, que tu en as réglé certains, etc., c'est toujours beaucoup plus compliqué de faire des suites intéressantes là-dessus, mais c'est pas le premier film à être confronté à ce genre de problème, donc on va pas le condamner directement maintenant parce que ce problème a l'air de se dessiner à l'horizon. Il y a plein de films qui ont eu à affronter ce problème et plein qui l'ont très bien relevé, notamment Terminator 2 par rapport à Terminator 1. Donc, on verra bien comment est-ce que ça rend ensuite, quoi. J'avais pas parlé du fait de faire une analyse d'image ou pas. Je suis pas... Je crois que je vais faire beaucoup de commentaires à la Corridor Crew sur les effets spéciaux, parce que plus que sur la mise en scène. Mais on va essayer de regarder quelques plans du coup intéressants. Donc évidemment, le premier truc qu'on voit, c'est que ces simulations de fonds sous-marins sont extraordinaires. Le nombre de poissons qui sont en train de nager dans le truc, l'interaction de la lumière avec l'ensemble du décor, etc., etc. Leurs cheveux dans l'eau, leurs vêtements dans l'eau, etc. Tout ça, c'est ultra réussi. Après, j'ai pas grand-chose à dire en termes d'analyse d'image ou de narration. Ça ressemble à de l'image de documentaire sous-marin, quoi, où il y a un mec qui ferait une plongée dans des océans très clairs, dans les Caraïbes ou je sais pas trop où, et qui filmerait le corail, les différents animaux qui y vivent. Là, il y a un mélange entre une raie manta et une méduse. C'est une méduse manta. Il y a ce plan qui revient du premier Avatar, qui est le plan typique et approprié pour le chasseur. C'est le personnage qui est caché derrière tout un tas d'éléments visuels qui sont au premier plan, qui sont devant lui, et qui bouche très légèrement la vue, et qui montre du coup très bien que le personnage se cache dans la nature. Quelques points de lumière qui tombent, et qu'on voit les branchages un peu partout, etc. C'est tout ce qui fait le côté caché de cette image, et c'est toujours comme ça qu'on filme les prédateurs. Le Vélociraptor dans Jurassic Park, la petite futée quand elle est dans le coin, c'est un peu ça aussi, quoi. C'est le truc un peu caché avec le truc au premier plan. Mais ouais, rien d'extraordinaire à dire pour vous, quoi. Il y a une gestion assez intéressante de la lumière, parce que on voit qu'il y a une lumière verte reflétée par les plantes sur la peau de Neytiri. Et il y a tout un éclairage du coup très légèrement diffus, alors qu'il y a 2 grosses marques de lumière très nettes qui débarquent des feuillages sur le nez, par exemple, le bord de l'œil. Un jeu intéressant sur une certaine basse luminosité, du coup, dans ce plan-là. Chose qu'ils n'ont pas beaucoup fait dans les autres, notamment parce que c'était en 3D et que les basses luminosités ressortent mal en 3D relief, parce que les projectionnistes veulent pas augmenter l'intensité de l'ampoule de projection et du coup nous permettre d'avoir des conditions correctes pour voir un film en 3D. Et je pense que c'est pour ça en bonne partie que la jungle de Pandora, bon c'est aussi parce que c'est joli, mais je pense que c'est aussi pour ça en partie que la jungle de Pandora est bioluminescente. C'est parce que du coup, ça fait quasi jamais de noir absolu et de noir profond, en fait. De conditions de lumière trop faibles pour voir l'environnement, du coup, du film et de Pandora. Le fait que ce soit toujours bien éclairé, qu'il y ait même la nuit, il y a un petit éclairage diffus, etc., ça aide à mieux gérer les basses lumières, qui, sans doute, à l'époque, auraient moins bien passé. Alors plus intéressant peut-être à dire, on vient de voir un raccord dans l'axe pour nous révéler qu'elle était enceinte. On a commencé à la valeur la plus proche d'elle, le gros plan sur ses yeux. On est passé à une valeur plus large avec un plan poitrine, pour du coup faire un raccord un peu plus large et la remettre dans un contexte. Et ensuite on a le plan... c'est bien quoi, je l'ai pas exactement en tête. Plan taille, type parfaitement en plan taille, parce que du coup c'est ce qui permet d'avoir son ventre bien rond qui s'affiche du coup. Ventre qui reçoit la lumière, ce qui fait que du coup il est parfaitement visible dans le cadre. C'est là-dessus que tombe la lumière, donc c'est le premier truc qui attire ton regard, parce que c'est le point le plus clair de l'image qui va forcément attirer ton regard. Et donc ouais, en fait ce genre de plans qui sont dans le même axe
mais à différentes valeurs, on appelle ça un raccord dans l'axe. Et en fait, à chaque fois que tu sautes, à chaque fois que tu changes de valeur, tu sautes une valeur. C'est-à-dire qu'en principe, le très gros plan devrait être suivi par le gros plan, qui permet d'avoir le visage, et ensuite le plan épaule, par exemple. J'avais dit que c'était un plan... J'ai peut-être dit que c'est un plan taille, le deuxième plan, c'est un plan épaule. Et donc en fait, on n'est pas passé au gros plan visage entre le très gros plan et le plan épaule, on est directement passé du très gros plan au plan épaule. Parce que quand tu changes de valeur dans un film, il faut toujours sauter une valeur au milieu. Entre le très gros plan et les épaules, il y avait le plan visage. On a sauté le plan visage, c'est ça qui fait que le raccord dans l'axe fonctionne. Si on était passé lentement des yeux au visage, au machin, etc., ça aurait pas marché du tout, ça aurait pas donné le même rendu, ça aurait donné un aspect un petit peu raté sans doute. C'est quelque chose qu'on ferait plutôt avec un travelling de la caméra qui s'éloignerait petit à petit pour filmer le personnage un peu plus. On passerait de façon plus douce d'une valeur à l'autre. Mais là, avec un cut, vaut mieux sauter une valeur entre les deux, sinon ça marche mal. Je suis étonné de voir ces plantes violettes sur les côtés, parce que le violet, c'était pas censé être une des couleurs du monde de Pandora. En principe, c'est bleu et vert, et ce violet là, c'est nouveau. Donc je sais pas, peut-être qu'ils sont dans une autre région, qu'il y a d'autres trucs. Je crois vraiment qu'il n'y a pas de truc violet dans le principe dans Pandora. Là, on a plus le genre de lumière qu'il y avait effectivement du coup dans le premier film avec la bioluminescence, donc qui est utilisée pour apporter un éclairage général à tout l'environnement. Je sais pas jusqu'à quel point c'est réaliste, parce que comme tout vient du dessous, on voit là le bid de Jake est quasi parfaitement éclairé. Il y a peut-être une source de lumière quelque part à côté, un village avec une lumière, un truc dans ce genre-là. Mais si c'est juste la bioluminescence, ça me paraît bizarre qu'il y ait autant de lumière qui débarque sur son ventre. C'est pas le bon angle, en principe. Mais cela dit, si ça s'étend à des kilomètres, il doit peut-être avoir un peu de lumière. Bon, je ne sais pas trop. Là, le petit plan contre-plongée pour montrer qu'il essaie de transmettre à sa fille un sentiment de puissance, en lui apprenant à chasser comme ça. Wow, très basique, pas grand chose à dire dessus. J'apprécie dans la scène le petit éclairage en silhouette, c'est principalement la lumière du soleil qui débarque parmi les feuillages qui les éclaire, et il n'y a pas d'autre source de lumière, et j'aime bien comment ça découpe leur corps avec les parties les plus claires et réfléchissantes. C'est intéressant de voir d'ailleurs comment est-ce qu'il fait ce plan en 3D, parce que les deux arbres, enfin les deux trucs de liane, ou trois, qui sont en premier plan devant les personnages, ils sont clairement là pour la 3D. Si on avait fait ce plan-là avec un film 2D, on n'aurait pas mis ces arbres sur le côté, ou alors ils auraient été plus loin, là. On les aurait pas mis comme ça au premier plan. Là, c'est parce qu'on sait très bien, du coup, que ça va permettre d'avoir le fond, la cascade, le plan du milieu avec le père et sa fille, et le premier plan avec les deux branches, lianes, et ça va du coup permettre de mieux ressentir la profondeur dans le film. C'est un truc, je l'ai pas dit dans mon vlog ça, mais c'est un truc qu'il utilisait beaucoup dans le premier film pour donner la sensation de réalisme. Il y a souvent des trucs au premier plan, des fougères, des lianes, des petits trucs comme ça, et qui débarquent vraiment de là où est la caméra. Et du coup, t'as vraiment l'impression que t'es avec la caméra plongé dans la jungle. T'as les trucs, les brindilles qui viennent sur la gueule et qui ressortent en 3D, etc. Ça aidait beaucoup au sentiment d'immersion dans Pandora. Et je viens de comprendre, j'en avais parlé aussi dans mon vlog, les couleurs de Pandora, c'est vert et bleu. Et je me demandais pourquoi est-ce qu'il n'avait pas tout fait en bleu, du coup, pour faire vraiment le truc alien et différent, et je viens de me rendre compte avec ce plan là, c'est que si du coup ils étaient bleus sur fond bleu, on les verrait pas du tout et on les reconnaîtrait pas. Déjà les plans sous-marins là, c'était pas forcément évident de les distinguer du reste du décor, mais ça s'aidait par à quel point le décor est surchargé derrière eux, donc ils se distinguent forcément en étant un seul bloc par rapport à rochers, bancs de poissons, bulles, machin, etc. Mais là du coup dans la forêt, ça aurait été plus compliqué, avec les petites zébrures qu'ils ont sur leur corps en plus. Je pense qu'ils seraient vraiment fondus dans la nature. Ce qui devrait en principe être ce que cherche à faire la nature, que tu sois proie ou chasseur, à un moment ou à un autre, faut te cacher dans le décor et dans ton environnement, et si t'es bleu alors que le reste est vert, c'est un peu particulier. Bon, peut-être qu'ils voient pas en couleur, cela dit, mais ouais, je pense que c'est une des raisons qui font que la végétation est restée verte. Déjà, c'est plus réaliste pour nous, mais aussi ça permet de mieux distinguer les navis dedans. Alors, je sais pas ce qui se passe avec cette plante pour l'instant, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est si fascinante que ça, peut-être que c'est juste un enfant et il découvre les trucs, mais je remarque que pendant toute cette séquence, la caméra est très fixe, enfin très stable, et ça aussi j'en parle dans le vlog, il y a beaucoup de caméra épaule en principe dans Avatar, et pour l'instant je crois que j'ai pas encore vu un plan caméra épaule. C'est quelque chose qui aidait beaucoup le film à fonctionner, donc ça m'inquiète un petit peu. Encore une fois, le retour du violet pour cette plante, je suis en train de remarquer ça d'un seul coup avant de passer à la suite, mais il n'y avait pas de violet du tout dans Avatar avant, et d'un seul coup il y a du violet qui débarque. Je me demande s'il n'y a pas un truc particulier avec cette végétation violette. Est-ce que ce serait un truc hybridé avec la nature humaine? Est-ce que ce serait un truc contaminé? Est-ce que ce serait un truc venimeux, etc. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai jamais vu le violet dans Avatar. Une petite scène de vol de nuit, pour le coup on n'avait jamais vu ça dans Avatar premier du nom. Les scènes de vol étaient toujours de jour, là celle-ci est de nuit, ça va peut-être faire un petit truc un petit peu différent.
Par contre, la nuit, tout est bleu. Donc, Ce rêve bleu. bon, ce plan-là, c'est le plan qui est utilisé dans pas mal de promos du film. Et ça se comprend pourquoi, c'est vraiment le plan ultra impressionnant. La contre-plongée qui, du coup, nous fait regarder vers le ciel, vers le soleil, qui ici est du coup bloqué par la surface de l'océan. Le contre-jour, du coup, par rapport à là où vient la lumière, donc ça crée un contre-jour par rapport aux objets, donc tout est en ombre, en silhouette. Le côté gigantesque de la baleine qui sort complètement du cadre et qui n'arrive pas à rentrer dedans en entier, ni sur les côtés avec les nageoires, ni sur la hauteur avec son corps lui-même. Et puis on voit du coup que le personnage est assez petit à côté. Donc on a un vrai beau sentiment de grandiose et un beau rapport d'échelle. C'est clairement un des plans les plus jolis d'Avatar 2. Qu'on connaît à l'heure actuelle en tout cas. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer dans ce plan, mais il a la particularité par rapport à tous les autres d'être débulé. Généralement, c'est quelque chose qui transmet un certain sentiment de malaise, le fait de débuler la caméra, donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose de malaisant, mais j'ai l'impression que c'est la scène où la fille de Jake parle avec lui. Cela dit, je ne vois que ses jambes à elle dans l'eau, alors que son père est censé être juste à côté d'elle. Donc ça doit être au tout début de la scène, elle doit être un peu perdue dans ses pensées, je pense. La scène va commencer comme ça, la scène va commencer avec le plan sur ces espèces de têtards rouges, qui, le rouge et le jaune pour le coup, sont de Pandora, Toruk notamment, le rouge et le jaune. Je vous dis, c'est le vidéo qui me surprend. Donc on verra ces espèces de têtards rouges et jaunes qui sont en train de nager, et derrière on la verra en train de battre des pieds, et ensuite on aura Jake qui arrivera, s'assiera à côté d'elle, et on aura la scène. Ce sera soit le plan de début, soit le plan de fin de la scène. Mais clairement, c'est un plan qui est un peu particulier, c'est pas un plan qui est en plein milieu d'une scène comme ça, enfin ça serait particulier. On verra très bien du coup la profondeur, parce que clairement on a différentes profondeurs de ces espèces de têtards lumineux dans la flotte. Et puis on a la surface de l'eau. Ça en 3D, ça rend toujours très très cool. Dans Titanic notamment, qui a été reconverti en 3D il y a peu de temps, la surface de l'eau en 3D comme ça, qui fait une bonne plaque bien visible, qui s'étend en profondeur, généralement ça crée des bonnes profondeurs. Ça va être un plan qui sera joli en 3D, ça. Il y a un truc qui est intéressant du coup dans cette suite qui se passe sous l'eau, au niveau visuel, j'entends encore une fois, la bioluminescence naturelle des plantes sur la surface reste propre aux plantes. Maintenant qu'on est dans l'eau, l'eau qui du coup est chargée de certaines petites particules, un petit peu de saleté, un peu de plancton, un peu de sable, un peu de machin, du coup, dès qu'il y a quelque chose de bioluminescent là sous l'eau, ça crée une sorte d'aura et ça éclaire le reste de l'environnement grâce du coup aux petites particules, un peu comme s'il y avait de la poussière dans l'air en fait, qui capte aussi les rayons de lumière. Et là du coup ça capte la bioluminescence, ça fait du coup des rendus qui sont assez jolis. Là ça y est, enfin un petit plan épaule quand elle fait son Mighty, et c'est plus comme ça que doit être filmé Pandora normalement. Donc là, plusieurs plans larges et aériens sur cette grande surface d'océan. Ensuite, il y a un contre-champ sur Jake qui réagit à ce qu'il voit en face de lui. Ça permet du coup de créer un sentiment de grandiose avec ce grand environnement qui s'étend sous nos yeux. Le plan est en grand angle, je pense. Enfin, oui, je pense, pour faire un beau paysage comme ça, c'est généralement du grand angle plutôt que du 50 mm. Ce sera un grand plan aérien, un peu en hélicoptère, qui fera probablement des petites rotations autour de certains axes, autour de certains trucs. C'est quelque chose qui est naturellement assez impressionnant du coup. Évidemment, en termes d'effets spéciaux, ce qui est impressionnant là, c'est l'effet d'écume et d'explosion quand les baleines sortent de l'eau, quoi. C'est ça qui est le plus compliqué à faire en fait en eau. Si tu fais juste une fine couche d'eau sur la peau, par exemple, c'est juste être plus réfléchissant par rapport à l'environnement. Si tu filmes juste l'océan en tant qu'étendue d'eau, c'est assez pratique. Si tu la montres simplement passer entre tes doigts et ruisseler en dessous, c'est pas compliqué non plus. Ce qui est compliqué, c'est quand tu commences à avoir des mouvements tellement énormes que ça commence à mixer l'air à l'intérieur et que ça crée de l'écume. Et du coup, en fait, cette phase de transition entre l'eau en tant qu'élément liquide et la micro-gouttelette d'écume qui est projetée, c'est ça qui est très compliqué en fait à faire en simulation de flotte. C'est les souvenirs que j'avais eu en tête à chaque fois que j'avais abordé la question des simulations de flotte. Quand je voulais voir si pour moi-même c'était faisable, par exemple si je voulais m'amuser pour faire un truc à la con dans un programme. Et souvent c'était ce genre de truc qui était laborieux. Donc effectivement c'est assez impressionnant quand tu le vois là comme ça parce que ça a l'air plutôt parfait quoi. Ce plan-là, pareil, ça va faire un très très bel effet de profondeur parce que on sort du coup de cette espèce d'arche, donc on va avoir ça qui va passer très près de nos têtes et qui va être au premier plan. On a le second plan avec les personnages, on a un troisième plan avec un premier rocher sur le côté, un
quatrième plan avec plus de rochers qui flottent à côté. Et enfin, on a le fond, le background avec ce bord cette baie. Voilà, je cherchais le mot de la baie. Cette baie, donc, cette petite crique, avec du coup ces montagnes qui montent à côté, enfin qui sont là aussi encore très courbées. C'est presque raccord avec la géante gazeuse jupitérienne qui est derrière Pandora. Donc c'est assez joli à ce niveau-là, mais ça va permettre aussi, du coup, avec tous ces reliefs qui s'enchaînent en profondeur, de créer encore un bel effet de profondeur ensuite. Cela dit, encore une fois, ah non, vous n'êtes pas encore au courant parce que vous n'avez pas vu le vlog. Il a une façon particulière de gérer cette 3D relief. Dans ce film, j'en parlerai dans le vlog, je vais pas vous en parler ici, comme ça vous serez obligé d'aller voir le vlog. Je me demande si ça permettra de rendre une profondeur aussi intéressante qu'elle a l'air de l'être ici. Sinon, le fait d'être proche de l'eau aussi, ça va nous faire une surface assez proche aussi pour nous permettre d'avoir un très bon premier plan proche de nous et qui permettra d'avoir un rapport d'échelle et un rapport de distance plutôt que d'échelle, un rapport de distance encore plus intéressant et plus marqué. Alors les plans étaient pas très intéressants jusqu'à ce qu'il y ait ce petit zoom à la fin. À la base, c'est juste du plan contre-plongée sur des poissons qui sautent dans l'eau, donc c'est pour donner un son grandiose évidemment. Ce petit recadrement d'un coup sur un élément du truc, c'est quelque chose qui fait ultra documentaire en fait. C'est le réflexe du caméraman de documentaire qui filme un plan large, qui d'un seul coup voit un élément précis de l'image qui attire son attention et qui lui paraît intéressant, et qui du coup fait le zoom directement au tournage. Alors là encore, je sais pas exactement ce qui se passe, mais vous pouvez voir qu'on est dans une scène d'action où clairement il y a quelque chose qui est en train d'être détruit, il y a du feu partout. Il y a à la fois des navis et un personnage avec une armure, mais ils courent tous les deux dans la même direction, donc peut-être que c'est peut-être Norm par exemple qui avait un avatar avant et qui n'en a plus maintenant. Ils lui ont peut-être créé du coup un petit exosquelette pour qu'il puisse se comporter comme un avatar, mais j'ai pas l'impression du coup qu'il soit l'ennemi du navire qu'on voit à côté. Mais comme je le disais tout à l'heure avec le plan sur la fille de Jake à côté de l'eau, les plans débulés c'est généralement pour marquer que quelque chose ne va pas. Et là c'est un plan débulé encore une fois, donc clairement ça colle à la situation, quoi. S'il n'y avait pas le feu, on saurait que la situation va pas parce que la scène serait débulée. Et là aussi, enfin c'est une très 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 belle scène en termes de rendu 3D en fait, ce que vous voyez là. L'interaction de l'eau avec sa peau, à quel point est-ce qu'elle ruisselle quand il monte, quand elle sort de ses cheveux alors qu'elle était stockée dedans, et ça crée des petites rigoles du coup sur son front. Vous savez comme moi quand je fais des vlogs et que je suis comme un porc. Mais on a aussi du coup les sources de lumière. Alors je sais pas ce qui fait de la lumière là sur son front, ça doit être peut-être la lune dans le ciel qui se reflète sur son front. Et du coup il y a le feu qui est derrière lui et qui éclaire l'autre côté de son visage, et c'est très joli comment est-ce que les deux se mélangent, et j'adore les reflets qu'il y a sur la flotte en fait. Le fait que les reflets soient parfaits, son reflet de l'œil qui se défait dans les vagues en dessous et qui se recrée en fonction des mouvements des vagues, etc. Je trouve que ça c'est très très joli, et typiquement en termes de rendu 3D c'est très très bon, quoi. C'est extraordinaire comme qualité. Donc là comme je vous l'avais dit, ça a l'air d'être un plan qui revient du premier, celui-là, quoi. Donc la chute de l'arbre ou je sais pas trop quoi, le largage du napalm. Est-ce qu'ils vont détruire toute la forêt pour essayer de sortir les navis? C'est ça leur plan, c'est Vietnam 2000 encore plus, quoi. On va vraiment tout passer au napalm et on va virer les navis de la forêt parce qu'il y aura plus de forêt. Voilà, il y a une simulation très 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 poussée pour la destruction de ce crâne qui ressemble presque à un vrai crâne. Et typiquement, ce genre de simulation ultra réaliste, c'est ce qui vend l'univers d'Avatar, quoi. Plus encore que les avatars eux-mêmes, qui sont déjà très réalistes, c'est leurs interactions avec le reste de l'environnement qui marquent à quel point est-ce que tout est vrai dans ce film. On a un plan où les navis ont l'air de descendre d'un héliporteur, un truc dans ce genre-là. Jake a dû mélanger des technologies navis et humaines qu'ils avaient laissées derrière eux, un truc dans ce genre-là, pour que les choses soient plus pratiques pour son peuple. Ce qui serait bizarre étant donné que c'est ce que ne voulaient pas les navis justement à la base. Ou est-ce que ce sont des méchants dans des corps de... Parce que j'ai vu il me semble que le colonel du premier film revient avec son propre avatar dans ce film-là. Peut-être que maintenant, du coup, les humains ont eux-mêmes développé leurs avatars pour eux-mêmes se débrouiller à peu près correctement dans la jungle. Il suffit pas d'être grand pour se débrouiller dans cette jungle, mais ouais, ça pourrait être ça. Alors là, j'ai pas de critique à faire par rapport au plan dans le film lui-même. Je vois rien de très intéressant dans cette composition. Mais j'ai dit dans la bande-annonce sur Black Panther 2 que l'atoll sur lequel ils vont tourner, du coup, il y a une petite scène où la reine parle à Namor. Et j'avais dit que les couleurs étaient trop saturées, que ça faisait faux, limite carte postale, quoi. Et typiquement, là, bah non. Et beaucoup de gens m'ont répondu, bah oui, mais il y a des trucs qui ressemblent comme ça aux Caraïbes, etc. Mais les couleurs m'avaient l'air beaucoup trop saturées par rapport au monde réel, quoi. Et là, on essaye de reproduire un climat tropical et un environnement tropical, une sorte d'atoll. Et il va plutôt mollo au niveau étalonnage de la nature et des trucs dans ce genre là. Je trouve que ça fait moins carte postale ici, alors que je sais que tout est faux dans ce plan.
que dans ce que j'ai vu dans Black Panther 2, qui peut-être est même tourné en décor réel, mais qui fait trop saturé. C'est des fois il y a des trucs, tu les rends tels qu'ils sont dans la vraie vie, ça fait faux en fait. C'est ça qui est très rigolo avec le cinéma. Des fois le truc le plus vrai va faire faux et le truc le plus faux va faire vrai. C'est très rigolo le cinéma à ce niveau-là. Donc là nos avatars de l'eau qui manifestement sont bleu turquoise, contrairement aux Na'vi qui sont bleus tout court. Bon honnêtement c'est compliqué de trouver des plans sur lesquels dire quelque chose, hein. On a à nouveau ici un beau plan très large avec une caméra qui fait un petit plan aérien avec une légère rotation. Encore une fois c'est des plans qui sont très impressionnants comme genre de plan. Un plan qui ressemble aussi un petit peu à ça sous l'eau avec une baleine qui a l'air de passer à côté d'une grosse algue bioluminescente avec plus ou moins les mêmes mouvements d'ailleurs. Plan très large qui permet de rendre le grandiose, etc. Après pas grand chose à dire ensuite. Ça pour le coup c'est intéressant parce que c'est quasi abstrait en fait comme plan. T'as l'impression qu'il y a, je ne sais pas quel peintre qui a éternué devant son tableau, un truc dans ce genre-là, avec les déformations de la lumière créée par l'eau, avec les différents courants, avec les différentes sources de lumière qui se mélangent, les différentes traînées, etc. T'as presque l'impression que c'est une image abstraite en fait. C'est juste des taches de couleurs qui se promènent sur un fond bleu. Là, une petite notion de danger avec le vaisseau qui dépasse très largement des bords du cadre. Et qui occupe bien tout l'intérieur du cadre d'ailleurs, il suffit pas de dépasser. La caméra qui du coup est en hauteur et qui montre que même en hauteur t'as du mal du coup à cadrer tout le bâtiment. La caméra qui va petit à petit se baisser sur le truc, donc on va arriver sur un plan complètement en plongée, donc un petit côté c'est le danger qui débarque, l'épée de Damoclès, d'autant qu'on est au-dessus de l'eau, et il me semble que du coup les autres seront sous l'eau, donc c'est le danger viendra du dessus. Donc avoir une caméra du dessus du coup ça peut être intéressant. C'est tout aussi intéressant de l'avoir en dessous pour voir ce qui te tombe sur la gueule, hein, mais c'est des plans qui sont intéressants pour rendre ce genre d'action. Alors là aussi, ça va être très très joli au niveau 3D, ça. On a une belle marque de profondeur avec la surface du coup de la baleine, mais qui va être assez proche de la caméra malgré tout. On a toute une étendue plane d'eau qui va être aussi une surface en profondeur. On va filmer un coin, donc on va vraiment avoir une bonne sensation de profondeur en regardant ce truc-là. Et en plus, la caméra va un petit peu aller en dessous du niveau de l'eau de temps en temps. Donc on va avoir une profondeur ensuite en dessous de l'eau qui va se mélanger par moments. Ça va être très très joli en termes de profondeur. Par contre, ouais, vous voyez quand tout est bleu dans l'image, c'est un peu plus compliqué de distinguer les choses, quoi. C'est heureusement le Na'vi bébé est plus uni sur le visage et donc du coup ça se distingue de toutes les marques, toutes les lignes, toutes les rides, tous les plis qu'il y a sur la peau de la baleine qui est derrière. Heureusement qu'il y a la profondeur de champ aussi. La profondeur de champ va aider à distinguer tous les éléments du cadre. Parce que dès que la tête du bébé sort, tout devient flou, donc ça va aider aussi la profondeur, hein, au niveau de la profondeur de champ. Alors là, c'est bizarre parce que c'est un plan qui est très joli au niveau du jeu de réflexion, avec le feu et le village qui se reflètent du coup sur le reste du cadre. Là pour le coup, le rouge a pris tout le cadre alors que Pandora en principe c'est vert et bleu, et ça montre du coup le côté destruction et danger. Mais ce petit truc qui est dans la flotte là, j'ai un problème avec les reflets qu'il crée. Pourquoi est-ce que c'est aussi diffus? Pourquoi est-ce que le noir est pas aussi... C'est peut-être réaliste, mais je sais pas, ça me paraît bizarre vu comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un truc particulier, j'ai l'impression qu'il manque une interaction entre le bord de l'eau et le truc. Je me demande si c'est pas un plan qui est pas tout à fait fini, ça. Peut-être pas, hein, parce que ce qui est très bizarre, c'est que quand tu fais de la 3D, tu finis par te rendre compte des fois que il y a des trucs que tu fais en 3D qui te paraissent pas réalistes, et en fait, quand tu te retrouves à essayer de les reproduire dans la vraie vie, ça fait exactement ce que tu avais dans le programme de 3D. Il y a des fois où nos cerveaux sont persuadés qu'il y a des trucs qui font pas réalistes, alors qu'en fait, le monde réagirait comme ça en temps normal. Là, typiquement, ce plan, ça montre que le vert aide à bien distinguer les personnages. Là, on ne peut pas faire autrement que bien les distinguer sur la créature et sur les algues vertes qui ont l'air de flotter derrière, malgré le fait que l'eau soit assez bleue et que eux soient bleus, parce que ils sont posés sur du vert ou juste à côté du vert, et forcément, ça crée un contraste qui nous permet de bien mieux les voir. J'aime bien le fait qu'elle lâche et qu'elle parte au fond. Ce qui veut dire qu'en 3D, du coup, on va la voir s'éloigner du cadre, on va la voir s'éloigner de nous, donc on aura vraiment la sensation on la perd, quoi. Ce sera sympa, je pense, en 3D. Donc là, pareil, je l'ai dit en voyant la bande-annonce, mais il y a une scène quasi exactement comme ça dans Titanic, remasterisé 3D. Si vous n'êtes pas au courant, Titanic est ressorti remasterisé en 3D en salle, et j'avais eu le plaisir d'aller le voir. Et tous les plans où t'as l'eau qui rentre comme ça dans le Titanic, ils étaient extraordinaires en 3D. Parce que t'as une vraie profondeur, et en même temps, t'es très contraint, construit dans un espace réduit, et du coup t'as à la fois de la profondeur et un espace proche, donc tu sens vraiment le côté profond, et notamment là on voit la flotte qui est en train de monter. Je vous jure qu'en 3D, quand tu regardes Titanic, t'as vraiment l'impression que le mur d'eau t'arrive en face, parce que vraiment quand tu l'intègres correctement en profondeur, tu ressens encore plus ce danger, quoi. Et cette scène-là, je pense qu'elle va être très très intéressante.
Là encore une fois, jolie petite lumière avec dessiné en silhouette par le feu derrière eux, eux-mêmes plutôt dans la pénombre. Ça encore une fois plutôt joli. Donc là, il y a toute une petite séquence qui a l'air assez intéressante aussi en termes de profondeur. Il y a le personnage qui est en train d'amener les mains vers la caméra, donc ça va faire quelque chose qui vient vers nous. Il y a la baleine qui sort au dernier plan, mais qui occupe tout le plan, donc ça va vraiment se sentir en 3D que la baleine sort du reste du décor. Et ensuite, on filme la plongée avec la baleine qui va se rapprocher de nous et ensuite s'éloigner petit à petit pour retomber sur le bateau, je suppose. Ça va être assez impressionnant encore une fois en 3D. Encore une fois, de très belles simulations de flotte avec écume, éclaboussures, gouttelettes, etc., etc. Sans doute un petit peu de vent rajouté au-dessus de tout ça. Et là aussi, un petit plan qui marche plutôt bien, en pleine scène d'action, alors qu'on a besoin de bien voir les choses. Et finalement, une simple silhouette suffit à ce qu'on distingue parfaitement Neytiri du reste. Avec du coup ou peut-être que c'est sa fille, je ne sais pas, et du coup c'est vrai que ça la distingue du reste de l'environnement qui est en feu, et donc on la voit très bien se détacher du reste. Et puis à nouveau petit plan sur le côté avec silhouette, éclairage avec les contours provoqués par la lumière et le feu sur lui et sa fille, je crois. Ouais, encore une fois, il n'y avait pas grand chose d'extraordinaire à dire sur les plans. Je dois dire que si j'essaie de réfléchir un peu à la filmographie de James Cameron, c'est rarement des plans qui reste en tête en fait. J'ai le plan de la fin d'Abyss où il y a tous les vaisseaux qui sont sur le bord de l'océan et le truc en plus spécifique à Abyss qui a été rajouté. Et il y a un plan très large sur ça où tu vois tous les vaisseaux en même temps. Et c'est peut-être un des plans dont je me souviens le plus. Tu sens que c'est toujours des plans qui sont en mouvement. C'est jamais des plans qui sont faits pour être composés, pour être particulièrement habillés, esthétiques, etc. Donc j'ai pas grand chose à dire en fait sur la plupart des plans d'Avatar. C'est des plans qui sont assez quelconques finalement. On verra bien ce que ça va donner, du coup, ce Avatar 2, The Way of the Water, ou La Voie de l'eau, en français. J'espère que cette réaction à la bande-annonce et cette petite analyse d'image vous auront plu. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!